Pourquoi nous sommes venus en Mbuji-Mayi? Vous êtes au courant du programme du gouvernement de reconstruction, de réhabilitation et de construction des universités et des institutions d'enseignement supérieur. Ce programme concerne bien sûr l'université officielle de Mbuji-Mayi, concerne également l'université de Kananga, l'université de Gounia, et à Kinshasa, il y a même 3 institutions qui sont concernées. L'université de Kinshasa, l'Institut national des bâtiments et des travaux publics et l'université pédagogique nationale. C'est une appellation que moi je conteste. C'est une université pédagogique où on trouve l'enseignement de médecine, l'enseignement de droit. Donc c'était mes libéraux. Je ne suis même pas sûr que depuis qu'on a appelé cette institution université, on a reformé le programme en conséquence. Et voilà. Ça, ce sont d'autres problèmes. Les politiciens peuvent s'en saisir. Nous sommes ici donc dans le cadre de ce programme-là. Et pourquoi en Mbuji-Mayi? Parce que j'ai cité au moins 3 provinces qui reçoivent ce programme-là. Nous sommes en Mbuji-Mayi parce qu'il y a eu une clameur, une criée publique, en rapport avec la manière dont le chantier de l'université officielle de Mbuji-Mayi est conduit. On nous a dit qu'il y a du retard, on a évoqué beaucoup de choses. La société civile nous a saisis. Après que nous avons été saisis par la société civile, nous avons observé le milieu. Nous n'avons pas vu une réaction des autorités du pouvoir judiciaire. J'ai réuni mes collègues du parquet général et nous avons pensé que nous avions le pouvoir de nous saisir de ces dossiers pour faire éclater la vérité. Après cette réunion, j'ai fait une réquisition. Le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire y a répondu favorablement en m'envoyant les dossiers d'appel d'offres et d'autres documents pertinents. C'était 6 classeurs volumineux. Nous avons pris du temps pour faire le petit documentaire. Et l'ayant terminé, nous nous sommes dit on ne peut pas avoir une connaissance complète du dossier si nous n'allons pas sur le terrain pour voir comment les travaux s'effectuent, et notamment voir en Mbuji-Mayi où il y a eu la criée, où il y a eu la clameur publique, où il y a eu la contestation, C'est ce qui nous a conduit ici. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes arrivés, nous avons été bien accueillis par les autorités de la province. Nous avons fait le tour de toutes les autorités civiles, politiques et morales. Nous avons vu l'église. Parce que, comme je vous le disais, vous venez de loin, vous ne pouvez pas connaître la vérité si ceux qui vivent cette vérité ne vous la communiquent pas. Et je suis heureux d'avoir eu des communications franches, des communications des gens qui veulent que leur province aille de l'avant et qui s'étonnent de certaines choses. Alors, le grand constat, c'est que non seulement le chantier de l'université officielle de Mbuji-Mayi stagne, mais tous les projets exécutés dans cette province n'avancent pas. Ces projets sont systématiquement à l'arrêt. Ils ne regagnent un peu de vie que lorsque on annonce l'arrivée du chef de l'État dans la province du Kassa oriental. C'est le cas actuellement. Le chef de l'État est invité à la commémoration du 25e anniversaire de l'archevêque de Mbuji-Mayi, je crois. On a commencé à travailler la route, on en a parlé, et je suis allé sur le terrain pour voir moi-même. Et on m'a dit qu'en octobre et décembre de l'année passée, c'était la même chose. Les chantiers qui étaient à l'arrêt se sont réveillés comme par enchantement à la veille de l'arrivée du chef de l'État. On m'a même dit que l'eau que les populations consomment, la fourniture n'est pas régulière. Mais quand le chef de l'État approche, cette eau est livrée à profusion. Dès que le chef de l'État s'en va, les robinets sèchent.
Il semble que c'est aussi la même chose pour l'électricité. À vous de dire si c'est comment rapporter est vrai ou faux. Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Ça, c'est de la négligence délibérée. C'est un laisser-aller incroyable. Mais si vous aimez le chef de l'État, si vous voulez l'honorer, vous devez le faire même quand il n'est pas là. On m'a même parlé d'un projet, je crois que c'était la route nationale numéro 1, au sujet de laquelle le chef de l'État a donné des instructions précises à travers le Conseil de ministres. Et ça tourne en rond. Les mesures du gouvernement, les instructions du chef de l'État sont bafouées et n'ont jamais été respectées. Voilà un constat. Bien sûr, les gens expliquent que la province du Kassai oriental et même tout le Grand Kassai sont enclavés et qu'en conséquence, les matériaux de construction n'étant pas sur place, il faut les faire venir notamment de Lubumbashi. Lorsqu'il se met à pleuvoir, on ne peut plus rien amener ici. Mais écoutez, quand on conçoit un projet, on étudie les milieux dans lesquels on va intervenir. On doit savoir comment prendre des dispositions pour que les délais de livraison soient respectés. Il ne semble pas que ce soit le cas. Parce que on m'a cité beaucoup de projets qui ont progressé en dépit, comment c'est Moudishi Kalanda ou bien Kalanda Moudishi Kalenda Moudishi progresse. 4 janvier est terminé, les étudiants ou les élèves vont déjà là-bas. Donc, il nous faut approfondir. C'est quand on nous dit que l'approvisionnement n'est pas régulier, c'est une situation structurelle pour laquelle il faut des mesures structurelles aussi. Et nous en avons déjà quelques-unes après avoir échangé avec les experts du gouvernement qui sont ici. Nous avons des visions pour faire ressortir dans notre rapport les recommandations, aussi bien au niveau provincial qu'au niveau national, pour désenclaver ici et pour assurer l'approvisionnement dans les délais. Mais il n'y a pas que l'enclavement et la conséquence qui est l'approvisionnement irrégulier, parce que lorsque le chef de l'État approche, toutes ces circonstances-là disparaissent, n'est-ce pas? Tout à coup, l'argent dont on dit qu'il n'est pas disponible, il est là. Alors, comment on aimerait quand même avoir de la clarté à ce sujet-là. Alors, l'université de Bujumbura elle-même, nous avons visité le chantier. Nous avons trouvé 2 blancs de Biélorussie et je crois 2 Indiens. Avec les Biélorusses, nous avons pu échanger à travers un compatriote qui parle leur langue. Et avec les Indiens, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils parlent anglais, que nous pouvions communiquer avec en anglais directement. Monsieur le ministre, qui est bilingue, a contribué à cet échange-là. Merci beaucoup de nous avoir conduits sur les chantiers, monsieur le ministre. Parce que nous avons appris que beaucoup de missions qui venaient ici, on leur refusait l'accès à ces chantiers-là. Mais ce n'est pas normal, c'est un chantier public. C'est l'argent du trésor public, l'argent des citoyens de ce pays. Les maîtres de ces chantiers-là, c'est vous, c'est moi, c'est la population. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Nous avons visité sans contrainte. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté sur le chantier? Déjà, avant d'arriver au chantier, nous avons parlé avec le recteur de l'université, officier de Bujumbura. Nous avons appris qu'avant de commencer les travaux de construction, ils ont détruit les salles de classe qui étaient là. Et en réponse à la réticence de la direction de l'université, ils ont promis de livrer 16 auditoires au bout de 9 mois. Aujourd'hui, le chantier a déjà plus de 12 mois. Pas un seul auditoire n'est livré et on ne peut même pas voir encore l'élévation d'un seul de ces auditoires. Ces auditoires doivent recevoir environ 300 étudiants chacun. Il n'y en a pas un seul. Outre les auditoires, il est prévu qu'on construise 2 halls d'étudiants.
un homme pour les garçons, capacité 400 chambres, et un autre pour les femmes, les filles, capacité 205 d'accueil, c'est 205 chambres. Mais l'université leur a indiqué qu'ils n'avaient pas besoin tout de suite des hommes. Parce que les étudiants ne seront pas logés gratuitement. Il faudra qu'ils payent. On voit déjà les difficultés que les étudiants ont pour payer leur scolarité. Les étudiants devront manger et boire. Apparemment, on n'avait pas prévu une infrastructure qui réponde à ce besoin élémentaire, à ce besoin de base. Ensuite, rassembler des jeunes. Si vous prenez, à supposer qu'on atteigne 320 par auditoire, vous multipliez par 16, c'est ça, hein? Par 16, vous vous trouvez dans les 3000, 4000, voilà. Vous rassemblez une population des jeunes, bouillants, en un endroit. Ça requiert des mesures de sécurité, ça requiert des mesures d'encadrement que les concepteurs du projet qui sont venus imposer à la ville et à l'université n'ont pas envisagé. Voilà un peu comment on joue à l'apprenti sorcier. À supposer que au moins les hommes soient déjà terminés, que les étudiants s'y trouvent, et que le reste de constructions patauge comme c'est le cas. Vous pouvez imaginer ce que ça serait. Moi j'étais étudiant. Un jour, le professeur Bundao, fils lecteur de l'université de Kinshasa, je ne sais pas, les Moussa Blanc ou UNASA, je ne sais plus, peu importe, a voulu nous imposer un dirigeant de la JMPR, Ngoto Dominique. Nous nous sommes levés, nous nous sommes opposés. Le dessin du lecteur n'a pas abouti, mais ça c'est une autre histoire. Alors vous voyez un peu les choses qui accompagnent les projets auxquels les bénéficiaires n'ont pas pris part dans la conception. Alors, ce retard de livraison a un impact sur les finances des étudiants et sur les finances de l'université. L'université doit louer des salles de classe à travers la ville, ce qui éloigne les étudiants de leur routine habituelle et en rajoute aux frais de transport qu'ils doivent supporter. Donc les parents, les ménages sont affectés. Voilà un peu les conséquences de cette situation-là. Bien sûr, on a évoqué... nous avons eu un entretien très long avec les gens qui étaient sur les chantiers. Je leur ai fait observer qu'il y avait eu manque d'analyse de la situation parce qu'on doit avoir prévu où on intervient, quelles sont les contraintes, on doit le prendre en compte. On peut par exemple disposer d'assez de matériaux pour couvrir la période, un cycle de travaux et prévoir quand est-ce qu'il faut renouveler les stocks de manière à ce que les chantiers ne connaissent pas de rupture. Tout ça c'est élémentaire. Donc nous approfondirons l'analyse dans le rapport parce que nous ferons un rapport plus consistant avec tous les éléments qui vous sont communiqués et les analyses que nous pourrons faire quand nous sommes au repos dans nos bureaux sur cette situation-là. J'ai parlé de l'enclavement, j'ai parlé du retard de livraison de l'IOM. À l'IOM, sur le chantier, nous avons relevé que l'outil de travail de ceux qui procèdent donc à la construction est insuffisant. Je prends un témoin, monsieur le ministre. Nous avons trouvé une seule bétonneuse. Une seule bétonneuse. Cette bétonneuse-là doit fournir du béton pour les 16 auditoires et pour les 2 hommes. L'ampleur du chantier requiert des moyens plus nombreux, n'est-ce pas? Quand nous avons fait valoir qu'il n'y avait une seule bétonneuse, nous avons dit non, nous avons une autre bétonneuse dans un magasin. Mais les travaux ne se font pas dans le magasin. Nous sommes allés voir la bétonneuse, nous l'avons trouvée. Mais je ne suis pas en mesure de vous dire que cette bétonneuse-là est opérationnelle et travaille. Voilà.
Donc, la sélection de cette entreprise, comment est-ce qu'elle a été faite? C'était du népotisme. C'était quoi qui a milité pour que cette entreprise qui manifestement n'a pas les moyens pour faire les travaux qui lui sont confiés se retrouve là-bas? J'ai parlé de chantiers qui sont à l'arrêt et qui se réveillent comme sous l'inspiration divine la veille de l'arrivée du chef de l'État. Alors, nous avons eu 2 dénonciations. Je vous signale que le parquet général de la Cour des comptes peut recevoir, du fait de la loi, des dénonciations. Et je vous ai indiqué qu'à l'origine de notre mission ici, il y a eu une dénonciation à la suite de laquelle nous avons commencé les investigations. Donc, vous aussi, en tant que citoyen, en tant que la voix des sans-voix, si vous tombez sur une anomalie dans la gestion des finances ou des biens de l'État, vous êtes les bienvenus pour nous communiquer. Nous vous donnerons nos coordonnées à l'issue de cet entretien. Donc, les 2 dénonciations qui concernent toute une institution publique où l'argent public, donc, n'a pas été utilisé aux fins pour lesquelles il aurait dû l'être. Nous allons approfondir. Il est possible que les responsables de cette institution-là nous suivent à Kinshasa dans les jours qui suivent lorsque nous serons dégagés des autres obligations. Mais je ne peux pas vous dire ce qu'est l'institution. Je ne peux pas encore vous dire à ce stade c'est quel responsable, mais je vous donne l'information. À charge de vous de continuer à chercher des détails. Plus tard, je serai disposé à vous les donner dès que je serai en mesure de le faire. Je voudrais saluer le travail du parquet général de la Cour d'appel de Bujimaï. Comment s'appelle le procureur? Alama. Voilà. Parmi les autorités que nous avons rencontrées le procureur général. Nous lui avons posé la question de savoir, en fait, une question que nous avons posée à toutes les autorités, c'était de leur demander d'où provenait la clameur, qu'est-ce qui était derrière la criée publique, pourquoi les populations, les étudiants, certaines personnalités, on nous a parlé de Mme Kibassa, ont protesté au regard du chantier de l'UOM. Cette question, nous l'avons posée à toutes les autorités. Et nous avons également posé cette question-là au procureur général de la Cour d'appel de Bujimaï. Nous avons été heureusement surpris d'apprendre qu'il avait même ouvert des dossiers et qu'il avait entendu certaines personnes et qu'il a donc des éléments. Nous espérons pouvoir nous en servir. Nous avons appris qu'à un moment donné, il a reçu une demande verbale, n'est-ce pas? Verbale, ce qui n'est pas normal dans une administration. Mais le parquet, vous savez, c'est un corps structuré, on ne peut pas faire autre chose que ce que votre hiérarchie commande. Et les dossiers, il y en a 4, je crois. On parle de 4. 4 dossiers ont été transférés à Kinshasa. Nous avons pu voir la lettre par laquelle transférer les dossiers et nous allons poursuivre nos investigations à Kinshasa. Je voudrais saluer le travail du parquet général de la Cour d'appel de Bujimaï. Si vous rencontrez le procureur général, dites-lui, s'il vous plaît, je le lui ai dit, mais si vous le rencontrez, dites-lui nos félicitations. Nous saluons son engagement pour l'éclatement de la vérité. Une situation que nous avons également trouvée, c'est celle qui se rapporte comment on dit, au blocage des comptes de la province. C'est combien de comptes? Quelqu'un peut me dire? 5? Tous les comptes. Tous les comptes, c'est combien de comptes? Pardon? Une dizaine de comptes. Je peux comprendre qu'il y ait des mesures conservatoires. Mais j'ai difficile à admettre que les mesures conservatoires asphyxient une administration et empêchent qu'on paie les rémunérations qui ont
un caractère alimentaire. Voilà tout ce que je peux dire. C'est une situation qui nous a préoccupés. Nous l'approfondirons parmi nos priorités. Nous ferons de notre mieux pour qu'une solution soit apportée. J'ai entendu un son de cloche, c'est le gouvernement provincial qui m'a parlé, mais le gouvernement provincial, c'est comme une danse, hein? C'est rarement qu'on va sur la piste pour danser seul. Alors je vais demander l'autre partenaire du gouvernement provincial pour que je sache ce qu'il en est et quoi il est. Et à ce moment-là, nous pourrons recommander des mesures appropriées. Mais je peux déjà vous dire qu'il est exclu qu'on asphyxie une administration publique. Il est inadmissible qu'on empêche le paiement des rémunérations qui, comme je vous l'ai déjà dit, ont un caractère alimentaire. Quant à la compétence de l'IGF, j'examinerai la loi. Je ne peux pas vous dire quelque chose maintenant, même si j'ai une idée de ce qu'il faut faire. Je ne peux me prononcer qu'après avoir examiné objectivement les faits, parce que les faits, on ne les change pas. Alors, pour la partie la plus intéressante de votre question, c'est là où vous dites que est-ce qu'on pouvait bloquer les comptes? C'est ça, si je comprends. Oui, justement, ce qui devrait être fait, Voilà. parce que c'est vrai, les comptes ont été bloqués, ben, il y a de l'autre côté l'administration provinciale qui est Encore une complètement fois, je ne paralysée. peux pas vous dire ce qui devait être fait, parce que pour savoir ce qui devait être fait, je dois écouter les deux sons de cloche. Et je les écoute, j'en ai écouté, je garde contact pour prendre d'autres éléments éventuellement, je vais écouter les autres de côté et je dégagerai une déposition de la Cour des comptes que je vais soumettre à la Cour des comptes pour qu'elle se prononce sur ce qu'il convient de faire. Mais les décisions qu'on prend doivent toujours comporter l'humanité. La matière humaine doit être respectée. Est-ce que tous les comptes étaient légaux? C'est un peu une question qu'on peut se poser. N'est-ce pas? Logique. Si sur 10 comptes, il y a un ou deux comptes qui posent problème, on ne va pas bloquer les 7 ou 8 autres. Ça, c'est un raisonnement logique. N'est-ce pas? Je ne lutte pas votre question. J'ai répondu comme il convient que je réponde. Ça, c'est un dossier qui me tient à cœur, un dossier dont je m'occuperai d'une autorité budgétaire de justice. Parce que mon travail va me conduire probablement dans d'autres pays pendant le monde. Je répondais à votre question.